Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle émission. Cette fois-ci, je suis de retour après 2 semaines d'absence où mes collègues d'Arsenal French Club ont assuré le relais sur cette émission. Une émission donc d'Arsenal French Monday après un North London Derby de folie, une victoire à 3 buts 1 avec des buts donc de Gabriel Jesus. J'ai oublié de qui est marqué de Thomas Partey et bien évidemment de Granit Xhaka pour cette émission un peu spéciale puisqu'on va parler que du North London Derby. Et je suis avec deux invités spéciaux, un membre d'AFC, salut Clément, Oui, bonsoir à tous. et peut-être que vous le connaissez sur YouTube. Merci beaucoup Max d'être là, donc un Max de foot, merci beaucoup. Salut à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait extrêmement plaisir de t'avoir. Et puis, comme on peut le voir sur ton maillot, tu es également fan d'Arsenal. Ah oui, oui, depuis plus de 20 ans maintenant. Le doublé 98 qui me fait tomber amoureux du club. Doublé 98. Et ben, en tout cas, déjà dans le chat, respect à Max. Tes vidéos sont vraiment cool, surtout la série sur Arsenal. C'est vrai que j'ai préparé un petit overlay où on pourra montrer un peu les vidéos que tu as fait. En tout cas, voilà, pour parler un peu du sommaire de cette émission, on va parler pas forcément de ce North London Derby, la victoire du football. Euh, une victoire 3 buts à 1, voilà, c'était clair, c'était net, il y avait pas de match quasiment, à part une petite frayeur sur ce penalty de Kane. Chaque aparté, les patrons du milieu. Ensuite, on parlera également de l'attaque de folie d'Arsenal, du mouvement un peu partout. Et voilà, une attaque qui semble en feu. Et on finira par le mois d'octobre, un mois d'octobre donc assez compliqué, avec 9 matchs en entier, dont le premier d'ailleurs était ce week-end contre Tottenham. Euh, Max, on va commencer par toi. Déjà, sur la globalité un peu de cette saison, comment est-ce que, avec en point d'orgue ce North London Derby, euh, voilà, qu'est-ce que tu en penses déjà de ce début de saison d'Arsenal? Ça faisait très 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 longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe aussi conquérante et aussi forte, tout simplement. Ouais, ouais, honnêtement, c'est bluffant. C'est dans la continuité de ce qu'on avait vu dans le recrutement de la saison dernière. Pourtant, j'étais assez inquiet de voir des joueurs qu'on avait payés très cher, comme Ramsdale, comme Ben White. Mais au final, c'est vraiment de très très bonnes recrues. Ramsdale, on s'en est vite rendu compte. Ben White, il est dans un rôle différent cette année d'arrière droit. Où, au début, j'étais un petit peu inquiet, mais contre Tottenham, il a été excellent et il a prouvé qu'il pouvait être très très bon dans cette position. Donc, je suis vraiment super heureux. Et puis surtout, Granit Xhaka, il va falloir qu'on en parle de lui parce que ça fait quand même il y a 3 ans, c'était quasiment le pire milieu de l'histoire. Et je crois que ce mois-ci, il est élu joueur du mois, tout simplement élu joueur du mois. Donc, c'est largement mérité. C'est une de nos forces, j'allais dire que c'était la meilleure de nos forces, non, c'est une de nos forces, parce qu'évidemment, il y a eu Gabriel Jesus qui a tout changé. Donc voilà, le fameux grand attaquant en un seul mot, qu'on depuis super longtemps. Mais lui, en fait, j'ai quelque part un peu mal pour Gabriel Jesus, même si ses stats sont excellentes. Mais il crée tellement, il travaille tellement, et il n'arrive pas à mettre tout au fond. Alors, c'est pas toujours de sa faute, parce qu'il est aussi de bon défenseur. Mais c'est une générosité sur le terrain qui est assez impressionnante. Et ouais, un travailleur comme lui, vraiment, on est super, super heureux de l'avoir dans notre équipe. Je pensais, honnêtement, lorsqu'il a signé pour Arsenal cet été, j'y croyais pas. Je me suis dit, c'est incroyable. Il y a encore une semaine ou deux avant sa signature, je pensais pas du tout qu'il allait signer pour Arsenal. Pour une raison simple, c'est qu'on jouait pas la Champions League cette année. Et il a vraiment signé. Donc, ouais, honnêtement, j'y croyais pas. Je suis super heureux qu'il ait cru en notre projet et qu'il soit totalement épanoui parce que c'est vraiment un joueur bon, qui faisait sa part, qui avait déjà sa part du gâteau à Manchester City, même si c'était un peu compliqué. Mais là, Arsenal, il est vraiment le maître de l'attaque. C'est lui qui dynamise absolument le jeu, qui fait les appels. Voilà, c'est super impressionnant. Donc, ouais, globalement, un début de saison exceptionnel.
on a toutes les statistiques qui sont en notre faveur. On fera plus, on crée plus, on défend mieux, Ouais. on prend beaucoup moins de buts et surtout beaucoup moins de tirs. Bon, on l'a vu ce week-end hein, contre Tottenham. Hein, honnêtement, la manière dont ils ont marqué, alors le penalty est totalement justifié, mais il vient de rien. Il vient vraiment de rien, le penalty. Il faut savoir qu'avant ce match, bon, c'est pas une statistique qui est très parlante parce qu'il y a pas mal de matchs en retard en Angleterre à cause du décès de la reine, mais Tottenham était la deuxième attaque d'Angleterre avant ce week-end. Ils n'ont pas existé. Son et Kane ont été, je ne vais pas dire transparents, mais honnêtement, on les a rendus totalement muets ce week-end. Et ça c'est encore parlant de l'activité du duo Chaka Partey dont on va peut-être reparler Ouais, on un va en petit peu reparler après. après. Ouais. Et Thomas Partey, alors quand il n'est pas blessé, quel bonheur. Parce que quand il est blessé, purée, c'est compliqué. Hein. C'est pas la même chose du tout. Et même si évidemment William Saliba a fait un retour, je dirais, fracassant à Arsenal. Pourtant, on se faisait critiquer sur la manière dont on gérait son cas, alors qu'au Ouais. contraire, moi, je trouve que ça avait du sens. Ce qui pouvait faire un petit peu peur, c'était le fait qu'on les payait très très cher au début et qu'au final, Arteta voulait pas le faire jouer. Ça, c'était un petit peu curieux, mais son prêt à l'OM avait totalement du sens. Le fait qu'il revienne, ça avait totalement du sens. Il s'est lancé le défi, il s'est dit non, je ne vais pas rester dans la zone de confort, je vais revenir à Arsenal encore plus fort. Et Louis il est revenu, donc ouais, franchement, il y a plein de signaux qui sont ouverts. Et puis, dernière statistique, après je me tais. Après 8 matchs, une équipe qui a passé le cap des 20 points a toujours été championne d'Angleterre. Ouais. La fameuse chose qu'on voit à peu près qui apparaît depuis quelques temps. Arsenal peut, enfin, c'est notamment Wenger qu'on a parlé le premier. Arsenal peut-il être champion cette saison? Nous, on va absolument pas rentrer dans ce débat-là. On n'a pas la prétention d'être qu'on sera champion à la fin de l'année. On va espérer déjà continuer sur ce rythme pour nous, ce sera quand même Manchester City. Hein. On en parlait juste avant avec Clément. À Manchester Ouais, City, on voit pas comment il peut flancher avec un Haaland absolument incroyable. Mais en tout cas, ouais, c'est déjà si on accroche la Ligue des Champions et si on accroche au moins une troisième voire deuxième place, et si on peut aller titiller Manchester City pour le titre, on ira. Mais je pense que voilà, cette statistique que tu viens d'évoquer, on va peut-être la, la, ouais, la, ouais, la nuancer hein, je pense que personne, totalement. personne ne croit au titre. Ou en tout cas, on verra à la fin de la saison hein, si on a le titre, bien évidemment. Mais pour l'instant, on n'y croit pas. Merci à tous qui sont dans le chat pour la première fois qui viennent sur notre chat. Stanislas Arsenal aujourd'hui, et c'est une des meilleures équipes en Angleterre aujourd'hui. C'est vrai que sur ce début de saison, c'est difficile de dire le contraire. Blacker 219, j'ai eu la chance d'être au stade, c'était magique. Ça devait être incroyable vu les vidéos qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, la folie que ça devait être à l'Emirates, ça devait être absolument magique de suivre ça. Je pense que Gabriel Jesus a changé énormément de choses. FPS, je viens du post de tout à l'heure. Gabriel Jesus, on va en reparler également. Et oui, c'est vrai qu'il a changé beaucoup de choses, notamment dans l'attitude. Excepté la défaite contre Manu, le début de saison est parfait, mais après la question c'est est-ce qu'Arsenal va tenir la cadence, notamment avec le Boxing Day juste après la Coupe du Monde. C'était des remarques que j'ai faites justement il y a quelques secondes, c'est est-ce qu'on va tenir la cadence notamment face à Manchester City. Jérémiade, moi Tottenham ça m'a fait peur dans le sens où après le péno j'ai eu le sentiment qu'ils pouvaient tout renverser alors qu'ils jouaient mal. C'est vrai que Tottenham n'a pas très bien joué et puis au final ils ont eu juste le penalty et pas grand chose d'autre. Clément, après Bon. cette longue introduction de la part de Max et moi, Clément, on en parle quasiment toutes les semaines maintenant, mais ça fait quand même extrêmement plaisir de voir un Arsenal qui joue aussi bien. Ce North London Derby était incroyable. Ouais, carrément. Puis surtout, ce qui fait plaisir, c'est de voir la régularité qu'on arrive à enchaîner dans les matchs. Dans le sens où depuis qu'Arteta est là, on a des éclaircies de temps en temps où on voyait les prémices un peu de ce qu'il essayait de mettre en place. Et ça avait du mal à se pérenniser un peu. Là, depuis le début de saison, on est dans une espèce d'euphorie que j'espère qu'il ne sera pas passagère. Mais effectivement, on arrive à développer notre jeu, quel que soit l'adversaire, sans se faire peur, en maîtrisant les matchs. Et ouais, clairement, ça fait plaisir de retrouver un peu une équipe qui est sereine et qui maîtrise ses matchs de A à Z. C'est une. Toi, cette prestation contre Tottenham, c'est finalement l'une des plus abouties de la saison.
Ouais, je pense, parce que comme tu l'as dit, effectivement, Tottenham, à part leur penalty, finalement, ils n'ont pas grand-chose, quoi. On s'est fait peur un peu après leur but, ça faisait une dizaine de minutes, mais sinon, en dehors de ça, on les a annihilés. Les gars, ils n'ont pas existé, on a fait ce qu'on voulait, et aboutit tant sur le fond que sur la forme, quoi. On les tape 3-1 sur un penalty, comme d'hab, on arrive à relever la tête, on maîtrise, et puis bah, au final, on développe notre jeu, on gagne parce qu'on est plus fort, tout simplement, et puis on arrive à pas se faire peur et aller au bout des idées d'Arteta et puis à remporter le match. Donc ouais, je pense qu'on peut dire que c'est une des performances les plus abouties. Surtout dans un North London Derby, en plus, ça, Ah ouais. ça, Ça fait, rajoute une ça, petite fait dimension un peu, ça fait extrêmement plaisir. Euh, Par rapport à ce que tu as évoqué tout à l'heure, Max, c'est vrai que chaque aparté, on va en faire toute une partie juste après. Donc, on va bien évidemment parler de ce milieu de terrain absolument incroyable qui a marché sur les Spurs. Et encore une fois, on va parler du Arsenal avec Thomas Partey et du Arsenal sans Thomas Partey, parce que c'est pas du tout la même chose. Et ça se voit déjà en termes de statistiques. Il y avait une statistique qui tournait cette semaine, qu'on a d'ailleurs postée sur nos réseaux sociaux. Mais voilà, on va plus globalement sur cette prestation. Max, qu'est-ce que finalement tu retiens de ce match? C'est la prestation offensive ou finalement la prestation défensive, dans le sens où Tottenham n'a rien eu à se mettre sous la dent à part ce fameux penalty? Ouais, offensivement, je trouve que dans l'ensemble, on a des expected goals qui sont assez élevés, mais je pense qu'on a un petit peu manqué de réalisme. Au niveau défensif, c'était pour moi beaucoup plus impressionnant. Euh, Déjà, le travail incroyable de Partey, c'était vraiment impressionnant. Moi, j'ai vraiment aimé le travail défensif. À chaque fois, Kane et Son, ils étaient obligés de repartir de très loin. Voilà. Après, la stratégie d'Arsenal était aussi intéressante, de façon à avoir les 4 de devant, parce que c'était un 4-2-3-1, mais en fin de compte, on avait 4 joueurs qui étaient vraiment devant, avec les ailiers Saka et Martinelli. Et on faisait en sorte d'avancer le plus possible vers le but pour justement créer l'espace derrière et justement mettre en difficulté Loris. Je sais pas s'il savait ça, Arteta. Je pense qu'il a dû s'en douter, mais il a un vrai point faible, Loris, c'est les frappes de loin. C'est vraiment les frappes de loin. Et sur celle-là, évidemment, Partey, il a ouvert le score là-dessus. Et je sais pas s'il a identifié ça, mais si c'est le cas, il a basé toute sa stratégie là-dessus pour marquer le but, parce que juste avant le but de Partey, ils ont failli faire la même chose. Moi, je dis c'est assez fort. Mais je trouve que globalement, c'était beaucoup plus intéressant offensivement, défensivement, pardon, même si on s'en est pas tout à fait rendu compte, parce que le travail du milieu de terrain, enfin notre milieu de terrain était largement supérieur et il écrasait même celui de Tottenham. Clément, de ton côté, qu'est-ce que tu retiens, prestation défensive ou prestation offensive? Voilà, qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur ce match? j'aurais tendance à dire aussi pardon, la prestation défensive, dans le sens où offensivement, on a plus ou moins fait le job comme d'habitude, quoi. C'est-à-dire qu'on se crée des occasions, on arrive à être efficace, effectivement, un potentiel manque de réalisme. Mais c'est vrai que derrière, au milieu, on les a bouffés, et puis derrière, je trouve impressionnant, quoi que ce soit collectivement ou individuellement. Saliba, c'est un monstre. Le mec, il a 21 ans, dont 22 ans au plus haut niveau. Genre, C'est c'est clair. impressionnant. Le gars est trop fort, et on a une assise défensive que je trouve super sereine, super solide, qui est vachement rassurante, et qui bouffe les attaques adverses, quoi. Donc, clairement, je trouve ça plus impressionnant défensivement, dans le sens où offensivement, on sait plus ou moins à quoi s'attendre, on sait qu'on a du joueur de qualité, etc. Là où défensivement, on pouvait s'attendre un peu, il y avait peut-être un peu plus d'incertitude au début de saison, et au final, on se rend compte que c'est presque notre point fort, parce qu'effectivement, avec les deux milieux axiaux qui broient tout sur leur passage et l'assise qu'on a derrière, c'est impressionnant ce qu'on arrive à faire. On va justement parler un peu de la défense. J'avais noté dans les points à aborder que Saliba était monstrueux, que White était sous-coté, et que finalement on en parlait peu. Nous on en parle parce qu'on est fan d'Arsenal, mais que finalement on l'a encore vu, il n'a pas été sélectionné avec l'équipe d'Angleterre. J'ai noté aussi que Gabriel était un peu fautif et que c'était pas la première erreur sur ce début de saison. Max, sur ce côté défensif, on voit que du coup White est latéral droit et que ça marche plutôt bien avec une charnière Saliba Gabriel, et que ce soit Tierney ou Zinchenko à gauche.
est-ce que finalement, Gabriel est un peu. On a besoin de Gabriel toujours dans ce 11 de départ, ou est-ce que finalement White mériterait de revenir en charnière centrale au vu des quelques erreurs quand même que fait Gabriel? Ouais, alors c'est constant Gabriel, hein. Il a fait aussi des erreurs la saison dernière, surtout en fin de saison dernière. Je veux pas dire que c'est lui qui est responsable des 3 défaites de suite qu'on a eues au tout début du printemps. Mais bon, c'est un petit peu le point faible. Après, il faut pas le condamner. Ça arrive de faire des erreurs. C'est vrai qu'il en est pas à sa première. Le truc, c'est que si tu remets White au centre, il faudrait que tu remettes Saliba sur le côté. Enfin, c'est un nouveau chantier quand même Avec, qu'il faut redémarrer. je pensais plutôt Gabriel sort un peu de la rotation quelques matchs et tu mets Tomiyasu sur le latéral droit. Ouais, Tomiyasu, faut qu'il revienne en jambes. Bon, pour le moment, Ça fonctionne, ouais. je trouve que ouais, pour le moment, ça fonctionne. Donc, moi, je pense qu'il faut pas y toucher. Faut surtout pas bouger Saliba là où il est. Après, bon, ça fait un peu partie de notre jeu, hein. Arsenal, traditionnellement, n'a jamais eu une défense ultra solide. On n'a jamais eu un Maldini ou un Barisi dans notre défense. Ça a vraiment toujours été une équipe qui s'est lancée vers l'offensive, à part la période Graham au début des années 90. Ouais. Bon, là, c'était affreux. Le C'était boring 1-0 Arsenal. pour Arsenal, la fameuse chanson 1-0 pour Arsenal. Mais non, traditionnellement, lorsqu'Arsenal gagne, c'est une équipe qui va vers l'avant et qui n'a pas peur de prendre des buts. Même si on a des défenseurs qui peuvent parfois faire des bourdes. Sol Campbell, on n'en parle pas beaucoup, mais il en faisait des bourdes, hein, énormément. Donc, non, moi, je ne suis pas particulièrement inquiet. Après, effectivement, s'il commence enfin, s'il fait pas mal d'erreurs comme il en a fait la saison dernière, ça peut potentiellement devenir problématique au fur et à mesure que Arsenal monte en puissance. Mais Qu'est-ce que pour le tu penses moment, du... Nous, on en a souvent parlé quand même depuis le début de saison parce que bah, il est monstrueux, Saliba. Qu'est-ce que toi tu en penses de ce début de saison après son prêt à Marseille? Est-ce que ça t'étonne qu'il soit aussi fort? J'ai pas d'autre, enfin, on n'a pas d'autres mots. En fait, il est trop fort. alors, faut pas oublier que c'est curieux, hein, mais quand on joue à Marseille, quand on réussit, on a une confiance en soi qui est énorme. Bon, j'ai jamais été footballeur pro, j'ai jamais joué à l'OM, mais je sais que en entendant les différents footballeurs qui ont joué là-bas, lorsque tu es adulé par l'OM, c'est quelque chose. Et en plus, tu as été appelé pour la première fois en équipe de France et tu as fait des prestations plutôt intéressantes. Il y a eu ces deux choses-là. Je pense que mentalement, ça a forcément dû changer quelque chose. Ensuite, s'il s'est dit je suis en équipe de France, j'ai ma place dans une équipe championne du monde en titre, j'ai cartonné avec l'OM qui a fini deuxième de Ligue 1 l'année dernière et qui va jouer avec des champions cette année. Bon, on va pas parler de ça. Mais tu as vraiment la possibilité de t'imposer à Arsenal. Surtout que en défense, ils sont pas mauvais, ils sont pas non plus incontournables. Pour moi, j'étais pas surpris. C'est vraiment un petit peu ce que j'attendais de lui. Et je me disais que s'il y réussissait pas, ça aurait été un tel gâchis. Parce qu'on sait que ce garçon, il a un talent énorme. On le sait depuis très longtemps, notamment lorsqu'on l'a recruté de Saint-Etienne. Bon, il était très jeune, il avait pas encore 20 ans, mais c'était vraiment une promesse d'avenir. Et on savait que enfin, on espérait en tout cas que lorsqu'il revienne de l'OM, il était très bon, il serait très bon. C'est le cas, mais là, il est plus que bon. C'est un socle, vraiment. Il a marqué dès son premier match. Et il a même marqué plusieurs buts. C'est vraiment une autre solution défensive, mais aussi offensive. Ouais, Donc, il est bon de la tête également. Il fait peur sur corner et ouais, euh, ouais. juste des stats justement qui montrent sur le match face à Tottenham. On l'a déjà montré plusieurs fois. On a déjà fait des émissions où on parlait de Saliba, mais encore une fois, son match est absolument incroyable. Le tweet qu'on a fait juste après le match. 100% de duel aérien gagné, 96% de passes réussies, 79 donc touches de balle, 11 récupérations, sachant que si je dis pas de bêtises, c'est le joueur qui récupère le plus de ballons ou le défenseur qui récupère le plus de ballons en première ligue. 6 passes dans le dernier tiers, 5 duels remportés, 0 dribble. Enfin, il a jamais été dribblé. Enfin, Voilà. j'ai même pas de mots. Clément, on en parle à chaque fois, mais Saliba, c'est monstrueux. Enfin, c'est pas possible d'être aussi fort.
Bah, moi, je reviens un peu sur ce que disait Max juste avant, que les performances qu'il livre, toi, c'est un peu ce que tu attendais de sa part quand il est revenu. Moi, je t'avoue que je m'attendais clairement pas à ça, quoi. Que le mec, enfin, s'adapte à la première ligue. Et je me disais, ok, bon, bah, c'est cool parce que c'est un joueur d'avenir. Mais là, t'as l'impression que le gars, il a 20 ans de bouteille derrière lui et il roule sur tout le monde. Genre, c'est vraiment, c'est bon, mais dans des proportions que vraiment, j'attendais pas. Et ouais, c'est archi plaisant d'avoir un gars comme ça où tu sais que derrière, t'as une valeur sûre, surtout quand t'as Gabriel derrière qui a tendance à un peu trembler des rotules dès qu'il est sous pression, le type. Donc, ouais, clairement, c'est peut-être un peu tôt pour parler de ça. J'aime pas trop ce délire de MVP ou quoi, mais genre pour l'instant, tu me demandes le joueur qui a le plus changé d'équipe. Il y a Gabriel Jesus, ok, mais franchement, Saliba, il a transfiguré aussi notre Ouais. manière de défendre et même d'attaquer parce que le gars, est, comme tu l'as dit, il a un impact même quand tu repars de derrière ou dans la surface adverse où il a changé notre jeu du tout au tout, le gars. C'est ça qui vous a impressionné aussi sur ce match, c'est cette maîtrise collective. Je voyais, je vais montrer à l'image un tweet aussi qu'on a posté juste après et qui venait de. C'était Oracle, justement, qui fait des statistiques. C'était on va dire la domination d'Arsenal lors du match. On voit sur ce graphique, en fait, tous les moments où Arsenal était dangereux et les moments où Tottenham a été dangereux. Et au final, à part le penalty, comme on l'a dit, bah, il n'y a rien. Alors que du côté d'Arsenal, on voit tout le temps des pics qui montrent, enfin, on va dire, qui montrent le côté dangereux des attaques d'Arsenal. C'est ça qui vous a, qui vous a justement marqué, c'est cette maîtrise collective du début à la fin du match, Max. Totalement. Et puis quand on voit le graphique avec les pics, c'est constant. C'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup de temps mort. Bon, il y en a eu un petit peu après au moment de l'égalisation de Tottenham, mais sinon il n'y a pas de temps mort. C'est constant, constant, constant. C'est vraiment le travail d'Arteta, vraiment, qui a su tirer le meilleur de ses joueurs, enfin qui arrive pour l'instant à tirer le meilleur de ses joueurs. Donc, ouais, évidemment, attaquer constamment sans qu'il y ait de temps mort, parce qu'on a tendance à voir des équipes qui attaquent énormément en première période, après se reposent un peu en seconde. Non, Arsenal, c'est constant, constant, constant. On avait vu notamment dans la série All of Nothing que Arteta détestait lorsque ses joueurs arrêtaient d'attaquer, ou qu'il n'y avait pas assez, même quand ils avaient gagné le match, on sentait qu'il grinçait un peu des dents. Et là, j'ai l'impression, alors je suis pas dans le vestiaire, hein, mais j'ai l'impression qu'il garde cette même exigence même si l'équipe est excellente et garde un très très bon niveau. Donc évidemment que ça fait plaisir, et puis pour nous qui sommes des fans d'Arsenal, ça rappelle des bonnes heures, hein, parce que la grande équipe d'Arsenal dans les années 2000, elle attaquait constamment, constamment, et elle se reposait jamais, quoi. Quoi, Madax dans le chat qui nous dit Antonio Conte, deux points, ouvrez les guillemets, le carton rouge a tué le match. C'est vrai, c'est vrai que quand on voit le graphique, en tout cas le tweet que je viens de vous montrer, bah t'es gentil Antonio, mais pas du tout en fait. Donc arrête de trouver des excuses et de pleurer parce que c'est ce qu'il disait sur Arteta, donc on va lui dire la même chose. Mais il est gentil, mais donc non, ça a pas tué le match. En plus, le carton rouge est totalement mérité. Bah oui. Et puis bon, on va dire qu'il y a certains Harry Kane qui auraient pu prendre un rouge aussi à un moment sur un petit challenge sur Gabriel, mais qui n'a pas été revu. Bref, puis bon, Tottenham, c'est pas les derniers à. On atteste le match contre Chelsea en début de saison. C'est pas les derniers on va dire, à avoir l'arbitrage pour eux. Bref, donc Antonio Conte, il était bien gentil, mais ça va 2 minutes. Clément, on parlait de la défense. On n'en a pas beaucoup parlé cette saison parce que c'est l'un des plus, on va dire, pas invisible, pas transparent, mais dans le côté, on parle pas beaucoup de lui, alors que pourtant il est extrêmement solide à son poste. Lui aussi, c'est un poste clé, le fait d'avoir White aussi bon sur ce poste de latéral droit. Bah, surtout que c'est un peu la bonne surprise, quoi, parce qu'au début, on prenait ça un peu comme une rustine, en mode bon, bah voilà, à droite, s'il va falloir mettre quelqu'un, il faut bien que quelqu'un s'y colle. Et puis bon, au final, c'est une vraie réussite, et puis on se rend compte que le gars, ouais, il a le potentiel pour être tout simplement le titulaire parce qu'il est bon à ce poste-là, et que c'est pas seulement une solution interchangeable. Après, moi j'avoue que l'alternative dont tu parlais aussi, à savoir le replacer dans l'axe et puis remettre Tomiyasu à droite,
ça me séduirait assez parce que voilà, moi Gabriel, il me rassure pas plus que ça. Et je pense que si Tomiyasu revient en jambes et arrive à enchaîner les matchs, on peut vraiment avoir une assise encore meilleure que celle qu'on a maintenant, quoi. Ça voudrait dire que tu mets Ben White axe gauche, c'est ça? Et tu laisses Saliba où il est? Saliba, j'y touche pas. Saliba, je le mets dans du papier bulle, il ne bouge pas de là où il est, il fait ce qu'il veut, c'est lui le patron. Mais oui, ça implique de mettre White axe gauche, effectivement. Euh, Sur Ben White, Max, qu'est-ce que tu en penses de sa polyvalence? Et l'année dernière, il était axe droit d'une défense centrale, il a été très très bon. Il a eu une baisse de forme en fin de saison parce qu'il devait être un peu cramé. Euh, voilà, là, il est latéral droit, il fait ses matchs, on n'entend pas beaucoup parler de lui. Il est solide. Voilà, qu'est-ce que tu penses de son début de saison et de sa polyvalence? Bah, déjà, une première bonne nouvelle, on le mentionne tout à l'heure, il n'a pas été pris avec l'Angleterre, donc ça lui fait moins de matchs, donc il est un peu plus frais pour nous. Après, en Angleterre, ils font la queue au niveau des arrières droits, c'est énorme, donc c'était peut-être pour ça qu'il n'a pas été sélectionné, et c'est pas aussi un arrière droit de métier. Mais bah, encore une fois, c'est une nouvelle solution pour Arteta. Il a cette possibilité d'avoir Tomiyasu et maintenant Ben White qui peut jouer à droite et qui est très performant et qui n'hésite pas à prendre des risques offensivement, mais aussi qui arrive très rapidement à se replier défensivement. On sait que certains latéraux sont qualifiés de défenseurs, mais on se demande parfois si ce ne sont pas des ailiers. Et lui, il a toujours gardé cette fibre. Bon, ça c'est parce qu'il a le mental d'un défenseur central, c'est aussi l'avantage qu'il soit hybride à ce niveau-là. Mais non, c'est vraiment un joueur qui a apporté des solutions contre Tottenham ce week-end. C'est un joueur qui arrive à distribuer, qui met de l'impact. C'est tellement, tellement important d'avoir ce genre de joueur. Tous les entraîneurs sont fans des joueurs, entre guillemets, hybrides. Des joueurs qui peuvent s'adapter, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit latéraux ou même défenseur central. Un joueur hybride, c'est du bonheur, vraiment, pour un entraîneur. Donc évidemment que d'avoir un profil comme Ben White, c'est super intéressant. Après, comme tu l'as évoqué, la baisse de régime en fin de saison dernière a fait qu'on s'est dit, bon, bah, il y avait même des comparaisons entre Ben White et Saliba. On était tous d'accord pour dire que Saliba le mangeait bien comme il fallait. Donc non, je pense que c'est une bonne chose qu'il soit sur le côté. Et ça permet, je pense aussi que ça laisse un petit peu plus d'espace à Saliba au centre, de pouvoir s'appliquer dans la relance. Parce que Ben White est aussi ce genre de défenseur qui qui aime bien prendre le ballon ou le jeu pour son compte dans la relance. Et je pense que c'est une bonne chose aussi que Saliba soit associé peut-être à un défenseur comme Gabriel qui est, comme tu disais, un petit peu sur les rotules lorsqu'il est sous pression. Parce que moi, ça lui laisse le temps de s'épanouir. Donc, ouais. Après, c'est vrai que sur le débat Saliba, Ben White, qu'on a pu voir émerger quelques fois, en fait, moi j'ai envie de dire bah, les deux, quoi. Enfin, peu importe qui joue en axe droit, les deux sont très forts, donc on prend, hein. Peu importe, Exactement. voilà, donc c'est des problèmes de riches qu'on n'a pas eu ces dernières années. On va quand même se rappeler qu'il y a, allez, ouais, quoi, il y a quoi, 2 ans, 3 ans, 2-3 ans, on avait quand même Socrates, David Luiz, Pablo Mari qui jouaient, qui étaient titulaires, donc on va pas faire les fines bouches. White et Saliba, c'est par rapport à ce qu'on avait ces dernières années, ce qu'on a eu depuis, je pense, la charnière Koscielny, Per Mertesacker, c'est l'une des meilleures. En tout cas, pour moi, je pense que c'est même au-dessus. Mais on verra sur le long terme la carrière qu'ils font à Ouais. Arsenal et la performance qu'ils font tout au long de la saison. On va passer au deuxième point de. En fait, on va remonter. On a fait la défense. Maintenant, on va faire le milieu. On fera l'attaque en fin d'émission. Voilà, le milieu de terrain. Xhaka, Partey. Xhaka, buteur. Partey, buteur. Xhaka, il renaît totalement. Thomas Partey, il nous met une frappe. D'habitude, ça finit dans les tribunes. Voilà, ils ont roulé totalement les deux sur le match. Ils ont roulé sur le milieu de Tottenham. Clément, on en parlait. Il y a un Arsenal avec Partey et il y a un Arsenal sans Thomas Partey. En fait, faut pas qu'il se blesse du tout, lui, hein. À chaque fois qu'il est absent, ça nous fait du mal. Et ouais, sa présence sur le terrain, non seulement lui, c'est un très bon joueur, mais en plus de ça, il rayonne et rend les autres autour de lui meilleurs. Donc, ouais, effectivement, là en plus sur le derby, il a gommé un peu ce qu'on pouvait lui reprocher depuis le début de saison, à savoir manquer un peu de précision dans les passes.
notamment contre Leicester, je crois, il nous avait lâché un 69% de précision des passes, ce genre de truc, alors qu'il avait fait un très bon match. Et là, il culmine à 95%, il met un but, il récupère, il est partout. Quand il est à ce niveau-là, ouais, et lui est excellent, il rend les autres meilleurs, donc forcément, ça tire toute l'équipe vers le haut, quoi. Donc ouais, on espère qu'il va pas se baisser, puis qu'il va évoluer à ce niveau-là longtemps. Et ce qui est drôle en plus, c'est que de la part de la Première Ligue, et c'est Thomas Partey qui a été élu meilleur joueur du match par les fans du club, donc ça illustre bien qu'ils ont littéralement roulé sur Tottenham. Je vois dans le chat, on me dit 6 ans que Xhaka est au club et on a enfin trouvé son poste. Partey, salut Bosco. Partey, c'est le boss, car sans lui, personne ne brille autant. J'insiste sur le fait que c'est Partey qui change tout. Sans Partey, Xhaka ne peut pas avoir le même rôle. Xhaka sans Partey, c'est plus la même. Voilà. Est-ce que... Et je vois Araf06 qui nous dit une question. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a le meilleur milieu de la PL? Vas-y, je vous laisse répondre. Clément, est-ce que... Derrière City, peut-être? Ouais, voilà, le truc, c'est que City ont quand même des machines de guerre, notamment un petit Belge au milieu de terrain qui fait deux, trois trucs un peu sympas. Après, ce qui nous manque pour pouvoir prétendre à ça, c'est peut-être un peu de constance. Là, on fait un très très, très, très bon début de saison. On va voir sur la durée. À l'heure H, effectivement, on a factuellement l'un des meilleurs milieux, puisque c'est aussi ce milieu qui contribue à nous mener à la première marche du podium. Il faut voir sur la durée, et il y a quand même une ou deux équipes où tu as des individualités. City, c'est quand même très très costaud. Max, pour toi, est-ce que, pour répondre à la question, meilleur Bah milieu non, après clairement City pas. ou pas? Ah, après City, sur ce début de saison, oui. Moi, je pense que on a quand même prouvé que, enfin, à chaque fois qu'on gagnait nos matchs, c'était parce qu'on avait gagné la bataille du milieu. Après, ouais, non, je pense qu'il faut même pas parler de City parce que, ouais, comme tu disais, c'est une machine, c'est des machines de guerre. Tu vois quand même que quand Rodri est pas là, ils sortent Gundogan. Enfin, Tu te rends compte c'est le jour où on va sortir des profils comme ça, purée, on n'importe pourra aller sur quoi. les Champs-Élysées, hein. Ouais, Ah, bah, c'est incroyable. après, on aura dépensé 1 milliard d'euros, quoi. Ouais, non, c'est ça. Non, mais après, le projet de City, sur le long terme, il est quand même hyper intéressant. Ça fait plus de 5 ans que Guardiola, il est là. Ça fait 5 ans qu'il n'arrête pas de rabâcher ses recruteurs ce qu'il veut exactement. Et enfin, il arrive à trouver quelque chose depuis 3 4 ans. Donc, non, on est totalement sur un autre timing euh, à Manchester City. Donc, C'est vrai qu'il y a Calvin il y Phillips a. aussi. Hein, ils ont trop Ouais, de... ouais, Ah non, mais c'est Ils abusé. ont trop de joueurs. ouais, ouais. Bref, pardon, je Mais t'ai ils n'ont pas coupé. un véritable. Ils ont pas. Non, t'inquiète. Ils n'ont pas un véritable 6 très défensif parce que c'est vraiment, encore une fois, dans la philosophie de Guardiola. C'est vraiment. On a Rodri qui a un profil de Carrilero, c'est-à-dire que il va être un peu plus défensif, mais il va aussi défendre sur le côté. Gundogan, il a plutôt eu un rôle de régista ce week-end. En même temps, quand tu vois le milieu de Manchester United, il avait un peu quartier libre. Donc, c'est des profils vraiment différents de Xhaka et Partey. Et littéralement, je pense vraiment que Xhaka et Partey, je dis pas qu'ils sont indissociables, mais ce sont des milieux de terrain qui doivent jouer en duo. Euh, Ils ont besoin de quelqu'un derrière pour faire, pour combler un déficit qu'ils peuvent avoir, On en l'un a et pas l'autre. mal parlé justement depuis le début de la saison, nous aussi, mais on voudrait avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau Granit Xhaka, de ce nouveau rôle trouvé par Arteta pour Granit Xhaka? Je voyais une statistique cette semaine où il montrait son taux son ratio on va dire, enfin, quand il était décisif, on va dire, par minute. Et cette année, c'est genre, il est décisif toutes les 180 minutes, alors que les années passées, les saisons précédentes, c'était toutes les 800 minutes, par exemple. Ce Chaka-là, il est déjà à 3 buts et 2 passes décisives. Non, 2 buts et 3 passes décisives, pardon, c'est l'inverse. Mais voilà, qu'est-ce que tu penses de ce replacement, de ce nouveau rôle, de ce nouveau Granit Xhaka? Bah, les chiffres parlent, hein. Les chiffres parlent. On voit clairement que, il est dans la création des actions. Offensivement, il est super important. Voilà, 5 fois décisif déjà cette saison. On est à 8 journées. Bah, c'est quand même quelque chose. Ça n'a strictement rien à voir. On a, je pense, le Granit Xhaka qu'on attendait depuis très longtemps.
On a un petit peu le Granit Xhaka qu'on a eu pendant l'Euro l'année dernière, qui a été excellent contre la France et qui était un petit peu dans ce rôle-là. Euh, donc Ouais. voilà, et même après le match contre la Suisse, on se disait, mais en fait, Xhaka, il est jamais bon avec nous, mais que la Suisse, il était exceptionnel Bah, je, contre la je pense France. qu'on était tous dégoûtés après son match contre la France, ouais. C'était incroyable. Ah ouais, non, honnêtement, la première chose que je me suis dit, évidemment, j'étais triste que la France soit éliminée, mais je me suis dit, mais Xhaka, tu sais jouer au foot en fait. Donc ouais, c'était assez marrant de voir ça. Mais non, enfin, on a le vrai Xhaka, on a un joueur qui est en train de réaliser son plein potentiel avec nous. Bah, ça fait tellement plaisir parce qu'on se rappelle encore de l'image où il se Hmm. faisait huer par le public et il répondait. On s'est dit, mais quand est-ce que tu pars quoi? Parce que c'était vraiment compliqué. Et aussi bon, il fait toujours des fautes, hein, il prend toujours des cartons jaunes, mais j'ai l'impression qu'il fait un peu plus attention et c'est peut-être son poste qui lui permet de faire un peu plus attention à ça et qui lui permet de faire un petit peu moins de fautes. Faut savoir je crois qu'il a un peu moins de 200 matchs avec Arsenal et une fois sur quatre il prenait un carton jaune. Bon après c'était son poste qui requirait ça. Et on a toujours cette image de Granit Xhaka qui prend des cartons rouges, qui finit jamais les matchs. Alors certes, il en a pris 4 avec Arsenal pendant toutes ces années, mais bon, 4 sur 200 matchs, évidemment, on ne souhaite pas avoir des joueurs qui prennent beaucoup de rouges, mais moi je pense honnêtement qu'il en avait beaucoup plus. Donc au final, Ce faciès de joueur méchant, alors qu'en fait, il l'est beaucoup moins que certains, mais il prend juste plus de cartons il les prend que d'autres. dans des matchs où il ne faut pas les prendre, quoi. Ça, c'est Bah, voilà, il a ça, c'est tendance à péter des câbles, quoi, ouais. c'est ça, c'est ça. C'était mentalement où il fallait corriger ça, mais j'ai l'impression que c'est un joueur qui est vraiment carrément en transe lorsque son équipe est en confiance et bah, ça fait vachement plaisir pour lui. Je faisais partie de ceux qui vraiment, je me disais, mais on peut pas continuer on peut pas se permettre de se dire, on veut une grande équipe, on veut jouer la Ligue des Champions avec un joueur comme Chaka. Tu vois, le foot, hein, Hmm. ça nous fait dire des bêtises. Je pense qu'on était tous, quand il jette son brassard face à Crystal Palace et que tout le Ah ouais. stade, et qu'il lâche des fuck-off à tout le stade, je pense qu'on était tous, bah non, en fait, Granit, casse-toi. Et lui, il a même avoué qu'il était prêt à partir et que c'est Arteta qui l'a fait rester. Je vois Bosco dans le chat qui nous dit Chaka fait moins de fautes car il récupère moins de ballons. C'est vrai que son poste plus avancé, on va dire, il est moins, on va dire, il est moins en difficulté. Mais moi, ce que je voulais plus appuyer avec toi, Clément, c'est peut-être ce côté. On l'a vu après le premier but, il a rameuté tout le monde. On voit que c'est vraiment un leader. Il a pas le brassard, enfin, il l'avait quand Odegaard est sorti. Mais on voit qu'il a rameuté tout le monde. Il a fait voilà, une petite mêlée, on va dire, pour se reconcentrer. Ça fait plaisir de revoir Granit Xhaka, enfin en tout cas de voir Granit Xhaka aussi épanoui et aussi fort tout simplement avec Arsenal. Ouais, bah, je pense que le mot, Max, tu l'as dit, c'est celui de confiance. Moi, j'ai l'impression que Xhaka, il a toujours été bon, mais il a eu un gros problème de confiance où, bah, du coup, il avait tendance à craquer un peu sous la pression. Et puis, bah, ces pétages de câble, c'est aussi parce que le gars a un tempérament passionné, il est habité par le foot. Donc, ça a ses bons côtés, mais ça a aussi ses avantages. Et quand il n'est pas en confiance, bah, du coup, ça amène plus de négatifs que de positifs. Là, il a l'air effectivement archi épanoui, vachement bien dans le vestiaire. Il a trouvé sa place sur le terrain et au sein du groupe, même de façon plus large, parce qu'effectivement, c'est un leader. Et ouais, c'est des belles images de voir un gars qui se faisait huer par le stade et que tout le monde voulait voir se barrer, qui au final fait preuve de résilience, il reste. Et puis bah, aujourd'hui, c'est un joueur incroyable et peut-être le leader dont on a besoin. Et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu un de sa trempe aussi, peut-être. Donc on espère que ça va durer. Mais ouais, son début de saison, ça fait clairement plaisir. Parce qu'en plus, ça a l'air d'être un bon gars humainement. Il est attachant et du coup, bah, c'est à tout point de vue, ça fait plaisir de voir aussi comme ça. Je sais Euh, pas pour toi, j'ai découvert durant la série All or Nothing. Il a une vraie sensibilité. Ouais, exactement, c'est vrai que avec ses enfants, sa femme, le fait de dire enfin de voir un peu les coulisses et de voir que ce sont des êtres humains et qu'ils peuvent pas être parfaits. Enfin, Granit Xhaka, on le sait maintenant, il n'est pas parfait. Lui-même le sait qu'il n'est pas parfait. En tout cas, pour l'instant, cette saison, il est parfait. Et sur l'aspect tactique, peut-être juste revenir 2 minutes sur l'aspect tactique. On le voit souvent faire des appels un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez des appels que faisait Aaron Ramsey, des appels très verticaux.
sur un côté de surface, vraiment pour faire l'appel, on va dire un peu dans la profondeur, un peu à la Aaron Ramsey. Cette trouvaille tactique de mettre Granit Xhaka un peu plus haut sur le terrain, de lui donner son véritable poste, un petit peu comme avec la Suisse, c'est vraiment à mettre au crédit d'Arteta cette saison d'avoir su redonner confiance à Granit Xhaka et de lui trouver un poste où il s'épanouit à merveille, Max. Ah bah oui, après il y a évidemment les joueurs qui lui disent, mais c'est Arteta et c'est son staff. Enfin, ils font des travaux ensemble, il y a des mecs derrière qui regardent des vidéos et des vidéos et qui voient à l'entraînement. On n'est pas présent à l'entraînement évidemment, donc on peut pas tout savoir. Mais oui, c'est Arteta et son staff, mais c'est Arteta évidemment qui a le dernier mot, ça c'est clair. C'est eux qui ont vu ça. Ils ont sûrement dû aussi regarder les matchs de la Suisse, enfin, je pense, hein, parce que honnêtement, c'est là que chacun s'épanouit vraiment avec la Suisse. Il est de très loin le leader technique et mental de cette équipe. Donc donc c'est clair que bah, on est vraiment, mais vraiment, je dis du fond du cœur, parce que avec chacun j'avais beaucoup de mal, mais c'est une métamorphose qui nous rend heureux tous. Parce que ça aide l'équipe, il se sent bien, c'est tout bénef, vraiment. C'est comme si il s'était acheté un grand pardon. Donc, Est-ce que ouais, honnêtement, on doit mettre ça au crédit d'Arteta. Oui, Est-ce que indéniablement. est-ce que c'est pas aussi je vois Madax qui dit c'est au crédit de Mikel, mais c'est aussi à la qualité des joueurs qui l'entourent. Est-ce que c'est pas aussi ce genre de joueur, un peu comme l'était Mesut Özil, euh, qui est très très fort ou très très mauvais quand les joueurs autour de lui et quand l'équipe est très très forte ou très très mauvais. En fait, est-ce que c'est l'un des joueurs qui représente, on va dire, une équipe à un moment donné, on va dire que c'est le joueur sur lequel on identifie le plus de mots MAUX. Là, par exemple, l'équipe va très très bien, les joueurs autour de lui sont très très forts, tout va bien, et forcément Granit Xhaka est très très bon. En revanche, les années précédentes, il y avait beaucoup de carences, et Granit Xhaka en était souvent la cible de ces carences, en tout cas de notre côté. Est-ce que c'est pas un joueur comme ça, Clément, sur lequel on peut identifier là quand ça va mal et quand ça va pas bien, et quand ça va bien en fait? C'est vrai qu'il a tendance à peut-être un peu cristalliser Cristalliser, je cherchais le mot, merci. voilà, un peu Merci. les mots d'une équipe. Effectivement, c'est vrai que quand. Après, je sais pas, j'aurais du mal à le comparer à Ozil parce que Ozil, quand même. C'est pas le même poste, mais je veux dire dans le ressenti qu'on Ah pouvait ouais, non, mais avoir. je vois ce que tu veux dire, mais ouais, alors, je sais pas, le ressenti que m'a procuré Ozil est absolument unique. Non, mais au-delà de ça, chacun, j'ai plus l'impression que vraiment, alors il était symptomatique d'une période très générale, plus que ponctuelle. C'est-à-dire que l'après Wenger, il a été compliqué et pendant toute la période où ça a été dur de se relever, lui, il était au fond, même quand on avait des périodes de mieux. Et là, je pense qu'il y a une convergence d'éléments qui lui permet de s'épanouir pleinement, que ce soit le soutien qu'il a reçu du côté d'Arteta, que ce soit les joueurs qui l'encadrent sur le terrain. Je pense qu'il a trouvé les éléments autour de lui qui lui permettent de briller au moment où il se trouve que nécessairement, quand il y a une bonne alchimie, ça nous permet d'être meilleur. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment le prendre comme un indicateur du niveau de l'équipe. Moi, je le ressens pas forcément. Je le ressens pas forcément comme ça. Est-ce qu'il a pas non plus ce niveau, Max, parce qu'il a Thomas Partey à côté de lui qui lui permet d'être libre, enfin d'être en tout cas plus libéré dans son jeu, puisqu'on l'a vu que la face à Tottenham, Thomas Partey a aspiré absolument tous les ballons et s'est occupé de la partie, on va dire, avec sa défense, de la partie récupération du ballon. Ça permet à chacun d'être un peu plus libéré, forcément meilleur. Ah oui, totalement. C'est-à-dire qu'il peut beaucoup plus se livrer, il peut prendre beaucoup plus de risques, puisque Partey derrière assure cette partie où il fait ce filtre, clairement. Donc oui, c'est comme on le disait à l'instant, hein, c'est que les deux sont complémentaires dans le sens où Partey a un rôle très spécifique et chacun n'a plus besoin d'assumer ce rôle pour cette partie défensive qui, je pense, lui pesait un peu. Et on le sent beaucoup plus libre. Et voilà, je crois qu'on lui-même a trouvé son vrai poste. C'est le vrai poste de chacun. Il doit pas, évidemment qu'il doit faire un petit peu de travail défensif, c'est normal. On a tous les joueurs un petit peu ont besoin de le faire. Mais ça doit pas représenter plus de 20 ou 30% de son travail. Et là, clairement, on voit que ça aide énormément l'équipe. C'est une prise de risque, hein, quand même, hein, qui est prise par Arteta, parce que ça lui fait déjà 4 joueurs offensifs, plus chacun qui a sur cette partie, ça fait 5. Donc, mais on se rend compte que ça marche. On se rend compte que ça marche contre les équipes comme Tottenham.
Après, c'était plus difficile contre Man United, mais on verra quand même contre les grosses équipes. Je pense que contre les grosses équipes, il va quand même falloir qu'ils règlent un truc. Chacun, va falloir quand même qu'il laisse une tête un peu plus cette partie défensive, parce que lorsqu'on aura Ouais. des mecs comme Haaland, on va être obligé de défendre un peu, hein. On va pas On, laisser Haaland entre les mains de Gabriel tout seul. on a hâte de voir le Subtil taquet à duel. Tottenham. Tu disais, Clément, pardon? J'ai le subtil taquet à Tottenham. Quand on affrontera des grandes équipes, il faudra que par. Je cautionne. Non, mais voilà, Tottenham évidemment a une très bonne attaque cette année, ça c'est clair. Défensivement c'était moyen, bon on a su exploiter ça, mais c'est vrai que On a toujours pas, on on a toujours pas gagné, enfin, on a toujours pas joué une grosse équipe cette saison, quoi, par United et on a perdu. Alors qu'on ne sait toujours pas comment on a perdu contre United. Il y a Mogu Nred qui nous dit par rapport à Xhaka, il est bien plus proche de la surface adverse que la nôtre et c'était un gros problème avant. Xhaka est un mort de faim, sauf qu'en défense, il a parfois manqué de retenue et ça lui a coûté cher. C'est vrai, faut pas oublier de le mentionner, dans plein de phases offensives, Zinchenko est un milieu en plus, et c'est vrai que la qualité technique et tactique de Zinchenko est à noter aussi sur ce début de saison. Haaland face à Saliba, aïe aïe aïe, on attend ça avec impatience de voir ce Ah, duel. je sais pas. Hein. De voir ce duel. Bon, ah, si, ça peut que être intéressant de voir comment Saliba réagit si Haaland ne se blesse pas. On va espérer qu'il. Bon, pas espérer pour lui, mais on va espérer pour nous qu'il se blesse et qu'il arrête de planter 15 buts par match. Pour finir, bon, d'ailleurs, on a parlé beaucoup de ce milieu de terrain. On va pouvoir passer à l'attaque. On aura fait un peu toutes les parties du terrain. Pour l'attaque, bah, on en a parlé au tout début, on a vu une attaque un peu de folie. On a vu des Gunners qui maîtrisaient leur sujet et qui, dès le début du match, ont enchaîné les occasions, enchaîné les tirs, enchaîné les phases de pression. Euh, Finalement, que ce soit Odegaard, Saka, Martinelli ou Gabriel Jesus, Clément, bah, les 4 de devant, ils font aussi le taf en termes de créativité, en termes de mouvement, en termes de pression. C'est absolument quasiment phénoménal ce qu'on a vu face à Tottenham, cette attaque non-stop. Ouais, bah, donc on a toutes les individualités qui semblent être au top, bon, sauf Saka où il est bon, même s'il n'a pas encore au niveau qu'il a pu montrer par le passé. Mais sinon, toutes les individualités sont presque au top de leur potentiel et collectivement arrivent à coopérer pour que ce soit sur les phases offensives ou même de pressing quand il faut aller se battre pour récupérer un ballon ou quoi. Tout le monde fait les efforts, tout le monde compense l'effort de l'autre. Et du coup, ouais, on a des gars qui sont morts de faim. Martinelli, il me fascine. Genre, le gars, il arrête jamais de cavaler. C'est incroyable. Et ouais, ils sont aussi actifs offensivement qu'au pressing. Donc, bah, forcément, comme une équipe en face, ça l'épuise, ça les rôde. Et puis, bon, au bout d'un moment, tu les bouffes parce que les mecs ont trop d'intensité, quoi. Donc, à voir si c'est viable sur le long terme. Mais ouais, ce type d'activité devant, on en réclame tous les week-ends. Hein. Max, on parlait de Gabriel Jesus qui avait changé, on va dire, et métamorphosé Arsenal. Sur ce match-là, moi, ce que j'ai retenu, c'est notamment Gabriel Martinelli, comme le disait Clément, était inarrêtable. Il n'a pas arrêté, un peu comme Saka, mais moins en vue, Saka. Mais Martinelli, il n'a pas arrêté. Je me rappelle d'un sprint sur le côté, là, où à la fin, il perd le ballon quand même. Mais il n'a pas arrêté de provoquer, de revenir dans l'axe, de centrer. En bref, un Martinelli absolument inarrêtable. Ouais, Martinelli, dès le départ, dès qu'on l'a vu jouer, on a compris que ça pouvait être vraiment un phénomène. Il avait le potentiel pour être vraiment exceptionnel. J'avais été à l'Emirates, enfin cette année, mais la saison dernière. Honnêtement, c'était le match contre Leicester. On avait gagné 2-0 en début mars. Et notre meilleur joueur, c'était Martinelli. Il avait cavalé tout le match. Il ne s'arrêtait pas. Je me suis dit à la mi-temps, mais le gars, il va être crevé ou Arteta va le remplacer. Alors, je me rappelle plus s'il est sorti en cours de match, mais il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté de cavaler sur son côté. Alors, c'est un ailier pur et dur. Donc, c'est un gars qui passe son temps vraiment à courir et il n'est pas fatigué. Alors, je sais pas ce que ça va donner lorsqu'il aura plus de 30 ans. Mais pour l'instant, c'est clair que c'est notre dynamite sur son côté gauche. C'est vraiment. Tu te rends compte qu'on peut avoir Martinelli et Jesus dans la même équipe, avec Odegaard qui peut les garder juste derrière en poste de 10 et Saka à droite. Enfin, c'est vraiment excellent. J'ai même commencé à avoir des rumeurs de transfert, là je commence à avoir un peu peur. Mais pour l'instant, Mm. pour l'instant on va savourer notre plaisir parce que
Ouais, franchement, ça fait tellement, mais tellement longtemps qu'on n'a pas eu des joueurs comme ça. Et encore une fois, ce sont des joueurs qui sont en train de grandir avec nous. Odegaard s'est lancé un défi lorsqu'il est venu à Arsenal. Il est en train de grandir avec nous. Jesus, bah, il n'avait pas vraiment de place à Manchester City, mais il est en train de grandir avec nous. Martinelli est en train de se révéler avec nous. Saka est en train de grandir avec nous. C'est pas des joueurs qui ont des statuts de stars, c'est des joueurs qui sont en train de grandir tous ensemble. Ils sont tous tournés vers un même objectif. Et quand tu vois ce talent et ce potentiel qu'il y a, ah, il y a de quoi être optimiste. Mais pourvu qu'il reste avec nous, quoi. Mm. Corentin d'AFC qui nous dit Martinelli, certains disent qu'il est stupide, mais à courir comme ça, mais c'est exactement ce qu'il nous faut dans des matchs. Il dégage une telle énergie, même à travers l'écran, c'est dingue. Après, il devrait sûrement apprendre à gérer ses efforts pour garder de l'énergie, pour faire des Ouais. différences à des moments forts, mais il est tellement impressionnant dans l'engagement. Tottenham a défendu à 11 tout le match, c'était dingue. On aurait dit que c'était West Bromwich en face. Après, on lui reproche ses pertes de balles à Martinelli, mais c'est lié aussi à son apprentissage et à l'intensité qu'il met dans tout ce qu'il fait. Oui. Voilà, Martinelli, Clément, c'est impressionnant cette hargne qu'il a et cette volonté de, dès qu'il prend le ballon, un peu comme Saka aussi, mais dès qu'il prend le ballon, c'est je vais vers l'avant, je veux tout défoncer en fait. Moi, Martinelli, il me fume parce que tu sens que le mec, je trouve qu'il s'est quand même un peu apaisé par rapport à l'année dernière, où tu sens que des fois il essaye de poser, de gérer, de jouer intelligemment et tout. Mais tu sens que dans sa tête, il se canalise et qu'il a qu'une envie, c'est d'envoyer des grandes tatanes dans le ballon et de courir derrière pour déborder tout le monde. Il m'explose. Genre, franchement, oui, il y a des fois où c'est pas forcément le choix le plus pertinent et tout, mais genre, j'imagine l'enfer pour les défenseurs adverses, quoi. Dès que tu vois le mec toucher le ballon, tu sais que tu vas devoir taper 60 mètres de sprint parce que de toute façon, le mec, tu vas avoir que son short tout le long du match. Genre, c'est insupportable. Il me fait trop marrer. J'aime trop ce gars-là. Et en plus, il fait des différences et tout. Donc, franchement, qu'il continue à faire le chien fou, moi, ça me va très bien. Ce qui est impressionnant aussi avec le rôle on parle de Martinelli, mais Saka a un peu le même rôle. Il est peut-être un peu moins décisif en ce début de saison, mais il fait quand même un très bon début de saison. Il est à un but et 4 passes décisives. Et il est d'ailleurs décisif sur le but de Gabriel Jesus, puisque c'est lui qui frappe et c'est la frappe qui est repoussée, qui est ensuite marquée poussée au fond par Gabriel Jesus. Mais ce qui est intéressant avec avec ces deux ailiers, Max, c'est que on a une mise en place tactique et une mise en place des phases offensives où en fait dès que Martinelli ou Saka récupèrent le ballon, en fait ils sont toujours en prise à deux et ça libère des espaces aux autres. C'est ce qu'on voit notamment sur le premier but de Thomas Partey. En fait, ils fixent tellement bien, ils peuvent tellement faire plein de choses avec le ballon ou sans le ballon qu'en fait c'est une menace pour la défense, pour les défenses adverses en fait. Constant. C'est vraiment constant. Alors après, concernant Saka, c'est vrai que j'ai entendu certains commentaires disant qu'il était un petit peu décevant en ce début de saison. En même temps, on part d'où? Ouais, c'est On clair. part d'un joueur qui est déjà sur une constante. Donc, s'il maintient ce niveau-là et qu'il est un peu décevant, purée, moi je veux bien qu'il soit décevant comme ça tout le temps. Parce que franchement, c'est un joueur qui effectivement est très jeune. Il a encore besoin de confirmer. Moi je pense qu'on n'a pas encore vu le vrai Saka. Je pense qu'on peut voir un joueur encore plus impressionnant à ce poste-là. Mais c'est vrai que comme on le disait, on a Martinelli qui va tellement vite qu'il trouve des espaces dans des trous de souris. Il est toujours sur sa ligne favorite de sa ligne de sortie, là où il arrive toujours à trouver des espaces. Franchement, moi j'ai hâte de voir ça, hein, ce que ça va donner en Ligue des Champions contre des grosses équipes. Parce que ça, c'est le genre de joueur qui peut te créer des espaces face à des défenseurs qui sont de renommée mondiale, internationale, qui peuvent être très confirmés, mais que dès qu'ils tombent contre des joueurs comme Saka ou Martinelli, ou surtout Martinelli lorsqu'il nous enfume avec sa rapidité, eh ben on peut avoir de bonnes surprises, on peut avoir de très bonnes surprises. Donc voilà, moi bon, je m'avance un petit peu, je sais, mais honnêtement, je vois pas comment on peut pas se qualifier pour la Champions League l'année prochaine. Ce serait une énorme désillusion avec le début de saison qu'on fait de pas se qualifier Il faut ou pas, de pas terminer au moins dans les 4 premiers. faut pas Faut se prendre la pas être trop pression justement présomptueux. aussi. Ouais, non, c'est sûr, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans cette compétition-là. Parce que franchement, c'est c'est beau. Puis c'est que des jeunes joueurs qui sont là encore pour quelques années. Frax qui Ouais. nous demande, est-ce que vous croyez que Arsenal va continuer avec ce niveau jusqu'à la fin de la saison? Alors avec le niveau, bah, on espère. Est-ce qu'on va continuer les perfs et les 3 points tous les week-ends? On espère aussi. Après, une saison c'est très long, il y a la Coupe du Monde qui arrive.
Ouais. Il y a des gros matchs qui arrivent aussi. Le week-end prochain, enfin ce week-end, c'est Liverpool. Il y a la Ligue Europa. Donc voilà, il y a plein de paramètres qui peuvent faire qu'Arsenal s'effondre ou qu'Arsenal continue. Nous, bien sûr, on espère qu'Arsenal continue. Surtout, mec, qu'on perde ou qu'on gagne, quand on voit les performances qu'on fait, si on perd contre Tottenham ce week-end avec une performance comme ça, bah, enfin, on peut pas faire mieux, donc bah, on perd et puis voilà. Mais si on garde ce niveau de performance, on n'aura rien à se reprocher dans tous les cas. Il m'a aussi, peut-être moins sur l'aspect offensif, mais sur l'aspect défensif des 4 de devant, Clément, c'est ce contre-pressing. Parce que si on a aussi autant contrôlé, c'est que les 4 devant, ils travaillent beaucoup aussi à la récupération du ballon. Ouais, bah, c'est ce que je mentionnais sur mon intervention précédente. C'est vrai que non seulement les mecs ils sont omniprésents offensivement, mais en plus de ça, ils sont impliqués. Le truc est là déjà, c'est que t'en as aucun qui laisse tomber les tâches défensives. Ils font les efforts les uns pour les autres. Et rien que ça, déjà, ça fait la diff. Là où t'as plein d'équipes où les mecs devant ils jouent les starlets et ils refusent de défendre, là t'as des gars qui se dépouillent et qui vont s'arracher pour aller récupérer le ballon. Et en plus de ça, c'est fait de manière relativement synchronisée et intelligente. Donc on peut pas leur demander beaucoup plus à ce niveau-là. Et puis on voit que ça fait une vraie diff parce qu'effectivement, pour les équipes d'en face, c'est un enfer de ressortir proprement, quoi. Pour la course au titre, Jean Barlette qui nous dit Arsenal peut aussi jouer le titre, mais en face c'est une énorme montagne qui est City, et donc cela dépendra du rythme des Gunners contre les poids lourds du top 6. C'est vrai que pour cette course au titre, on l'a dit au début du live, on verra, la saison est encore longue, mais c'est vrai que pour l'instant, les gros ne sont pas encore réveillés à part Manchester City. Et nous, ça dépendra de nos perfs contre les concurrents directs et contre les grosses équipes et sur cette fameuse constance, régularité dont on parlait juste avant. On va finir un peu ce live en parlant du mois d'octobre qui arrive. Il y a 9 matchs, plus que 8 puisqu'on a joué le premier des 9 samedi contre Tottenham. Ce week-end, on joue contre Liverpool. Est-ce que, Max, c'est finalement déjà, on va dire, je viens de le dire, la saison est longue, mais finalement déjà un mois charnière pour la suite de la saison? Si Arsenal réussit et ne coule pas pendant ce mois d'octobre, est-ce que finalement ça veut dire qu'Arsenal, ça y est, au moins on joue le top 2, le top 3 et la Ligue des Champions minimum pour cette saison? Bon, c'est difficile à dire. Faut jamais prévoir l'avenir avec Arsenal. C'est une équipe Avec le foot, tellement ouais, en général. imprévisible. Oui, mais surtout Arsenal. Oui, avec le foot, bien sûr, mais surtout Arsenal. Moi, je crains le mois de mars. C'est toujours le mois de mars à une époque, on perdait toute compétition, où on avait plein d'espoir et c'est le moment où on avait plein de regrets. Donc, bon, c'est une saison un peu spéciale parce qu'on va avoir une grosse interruption à partir de mi-novembre et on va reprendre le Boxing Day. Évidemment, on a un match qui est capital contre Liverpool. On aura un match d'Europa League juste avant. Donc voilà, il faudra. Je ne sais pas si Arteta va faire tourner. Je pense que oui, parce que le match de Liverpool est ultra important. Même si Liverpool est vraiment dedans cette saison, on voit club qui commence à faire de la communication, ce qu'on n'avait jamais vu avant depuis qu'il arrive en Première Ligue, ou tout Il du se, moins. il se justifie, ouais, alors qu'il l'a Ouais, jamais ouais, fait. ouais. C'est vrai que voilà, on ne se sent pas menacé parce que bon, c'est Liverpool. On sent qu'il y a une vraie stabilité. On fait pas sauter les entraîneurs comme ça. Mais ouais, non, ça va être super important. Et franchement, bah, ça fait longtemps qu'on a battu Liverpool. Et ce serait bien de les battre cette fois. En tout cas, c'est le bon moment de battre cette équipe. C'est une équipe qui nous a impressionné tellement l'année dernière. On voyait encore dans la série où les joueurs, dès qu'ils affrontaient Liverpool, c'était oh, on va affronter les ogres, ça va être terrible, ils sont tellement forts. On était vraiment on était spectateurs devant eux. Là, cette fois, bon, évidemment, le statut a changé, est en train de changer plutôt. Faut pas encore tirer de conclusion. Mais ce match-là va être super important, ça c'est clair. Après, au niveau du mois d'octobre, on va jouer tous les 3 jours parce qu'il va falloir qu'on boucle rapidement l'Europa League, enfin les premiers tours d'Europa League avant La Coupe la du trêve Monde, de la ouais. Coupe du Monde. Donc on va jouer quasiment tous les 3 jours. Donc voilà, là ça va être important au niveau physique, au niveau préparation physique. Donc faut pas qu'on aille blessé. Donc Thomas Partey, si tu nous entends, reste loin de l'infirmerie. Mais ouais, non, clairement, on sent quand même qu'il y a encore un petit peu ce défaut de profondeur de banc dans cette équipe si tu enlèves Thomas Partey.
ou si tu enlèves Chaka, ou si tu enlèves Saka, ou Osako, pardon. Et si t'enlèves Jesus, si t'enlèves un de ces joueurs dans l'équipe qui était titulaire dans le 11 de départ, tu sens que ça va pas tout à fait la même chose. Donc attention parce que ça peut vite changer. Mais effectivement, le mois d'octobre va être super important. Mais de toute manière, quand on veut, allez, on va pas dire jouer le titre, mais quand on veut titiller le plus possible Manchester City, il faut pas avoir de temps faible, ou alors il faut que les temps faibles soient Bah, les plus courts possibles. faut faire une saison à quasiment 100 points, comme l'ont fait City et Liverpool ces 3-4 dernières saisons en fait. Comme tu dis, Ouais, mais pas de temps Arsenal n'en est faible. pas capable. Même Arsenal, l'année où ils ont terminé invaincus, ils ont fait 90 points. Ils étaient encore assez loin parce qu'ils ont fait beaucoup de matchs nuls. Donc Ouais. c'est très difficile parce que Arsenal veut vraiment jouer le titre, il va falloir leur demander de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Ce qui était le cas pour Manchester City, ce qui était le cas pour Liverpool lorsqu'ils ont fait les 97, 98 points, même 100 points. Mais c'est vraiment quelque chose de nouveau et on sent que cette fois Arsenal, peut-être, est en train de rattraper ce retard qu'ils avaient accumulé sur ces dernières années. Mais ça va passer par Et, ces c- rendez-vous-là. Et bon, encore une fois, c'est l'expérience qui est accumulée. et ça reste une équipe très très Et jeune. oui, bien sûr, ça reste une équipe très jeune qui est encore en quête d'expérience. Ce qui n'est pas le cas de nos concurrents, notamment. Avant de te poser la question, Clément, sur Liverpool, j'ai un rapide, j'avais pas noté, mais je l'ai sur mon téléphone là, un rapide aperçu du calendrier. Donc, on a joué Tottenham samedi. On va jouer en Europa League contre Bodo Glimt, donc jeudi. On joue Liverpool ce week-end. Ensuite, le retour face à Bodo Glimt. Ensuite, Leeds en Première League. Ensuite, le PSV en Europa League. Ensuite, Southampton en Première League. Ensuite, le PSV en Europa League. Et on finira par ce mois d'octobre par Nottingham en Première Ligue, sachant qu'on rejoue encore une fois tous les 3 jours jusqu'à la trêve, hein. Enfin, jusqu'à la trêve, après on joue Zurich, Chelsea, Brighton et les Wolves. Et ensuite c'est la Coupe du Monde. Donc on a des matchs tous les 3 jours jusqu'à la Coupe du Monde. Euh, et on enchaîne Première Ligue, Coupe d'Europe, donc ça aussi peut-être compliqué à gérer pour un effectif comme celui d'Arsenal. Pour revenir donc sur Liverpool, Clément, est-ce que c'est pas le moment pour Arsenal de faire payer à Liverpool, on va dire, les gifles qu'on s'est prises ces dernières saisons, parce qu'on a souvent pris des gifles ces dernières saisons face à Liverpool. Très clairement, il y avait un espèce de complexe d'infériorité où que ce soit chez nous ou chez eux, on arrivait effectivement, Max l'a dit, on était spectateurs. C'est-à-dire qu'on était là, on serrait les niches, ah, on espère que ça va bien se passer. Et puis la moitié du temps, on se faisait rosser parce que de toute façon, voilà, on avait l'impression qu'on arrivait sur le terrain en sachant pertinemment que les mecs étaient meilleurs que nous et que quoi qu'on fasse, ça allait mal se passer. Là, j'espère que la dynamique va nous permettre d'avoir la confiance qu'on affiche depuis le début de la saison. On va jouer comme alors des favoris, c'est un bien gros mot parce que ça reste Liverpool et sur les dernières années, bon bah voilà, il y a quand même pas photo quoi. Mais qu'on va jouer notre chance, qu'on va arriver sur de notre force et puis qu'on va pas les regarder jouer et trop les respecter parce qu'à un moment donné, ouais, c'est l'heure de montrer que bah, on est là, qu'ils vont squatter le haut de la fiche pendant X années, que maintenant on veut les déloger et puis prendre leur place. Et puis surtout, on espère tous voir Trent Alexander-Arnold se faire souiller par Martinelli genre pendant 90 minutes. On va espérer voir ça à l'Emirates ce week-end. On va terminer cette émission. Il y a une petite question pour toi, Max, dans le chat. C'est pourquoi est-ce que tu ne crées pas un compte Twitch? Parce que j'ai pas le temps, tout simplement. Parce Voilà. que j'ai pas le temps, parce que moi, la technologie, ça fait deux. Alors, je dis pas jamais, mais non, pour l'instant, j'ai pas le temps. Je suis très content de ce que je fais sur YouTube. Voilà, je pensais pas grandir aussi vite. Donc, non, pour le moment, je prends mon pied. Je suis très content. Et puis après, Twitch, c'est pas mal pour du live. Moi, enfin, j'ai jamais fait de live sur ma chaîne, en tout cas, sur ma chaîne YouTube, j'ai jamais fait de live. Donc, non, pour l'instant, j'en ressens pas l'utilité. Mais peut-être dans le futur, hein, Faut jamais pas se dire jamais, interdire. quoi. Exactement. On va finir, on va te faire un peu de pub, t'en as pas besoin, mais on va toujours faire un peu de pub vu ton nombre d'abonnés sur YouTube. Mais en tout cas, tu as fait une série il y a 9 mois, si je dis pas de bêtises, sur Arsenal. Est-ce que tu as d'autres projets concernant les Gunners et puis si jamais non, est-ce que tu peux reparler
pour ceux qui veulent aller la voir, de cette série sur Arsenal en 3 épisodes. Ouais, donc j'avais fait, pour rappel, j'avais fait Arsenal avant la période Wenger, qu'on connaît pas forcément. Et on se rend compte que c'est un club qui a une sacrée histoire, notamment dans les années 30. Je vais pas spoiler, pour ceux qui ne la connaissent pas. Ensuite, on a fait l'arrivée de Wenger jusqu'à 2002. Et le moment où il a dit à ses joueurs, on peut terminer sans perdre. Gros coup de pression à la saison 2002-2003. Mm. Les joueurs ont dit, non, on va jamais y arriver, tu mets trop de pression, lâche un peu de lest. Avec la même équipe, quelques petits renforts comme Reyes et d'autres, et Jens Lehmann. Mais sinon, la même équipe a fait une saison invaincue l'année d'après, donc ça c'était extraordinaire. Alors, il y a une vidéo que j'étais sur le point de faire l'année dernière, au moment où on avait perdu nos 3 premiers matchs, où on était dernier. J'ai failli faire la descente aux enfers, donc de 2004 jusqu'à maintenant. Mais au moment où on a commencé à gagner des matchs, je me suis dit, oh, attends, là au niveau référencement, ça va pas marcher, donc je me retiens. Et on est le 3 octobre 2022 et j'ai toujours pas faite. Donc je vais peut-être la faire un jour, je sais pas. Alors cette année, j'aurai pas le temps à cause de la Coupe du Monde. Mais ouais, je prévois de faire une vidéo sur ouais, la descente aux enfers, où le moment où on devait payer le stade parce que voilà, on avait un nouveau stade, on devait payer et Wenger devait quand même réussir à se qualifier pour la Ligue des Champions avec son équipe de jeunes, ce qui est quand même un miracle, hein, faut pas l'oublier. Et évidemment, si on fait une saison magnifique cette année et que contre toute attente, on arrive quand même à être champion ou alors à titiller Manchester City le plus tard possible dans les dernières journées, bah évidemment, on va revenir sur cette saison. Moi, j'aimerais bien en faire une vidéo, c'est clair. Et Donc voilà. en dehors d'Arsenal, en tant que fan de foot, plus généralement que nous sommes, c'est quoi les projets qui arrivent? J'imagine qu'il y a notamment la Coupe du Monde qui va pas mal t'occuper. Oui, alors je vais pas débriefer les matchs de la Coupe du Monde, sauf si la France bat le Brésil en demi-finale de Coupe du Monde. Ça, c'est clair, je ferai des débriefs, comme je faisais avant. Mais je vais pas faire de débriefs comme j'ai fait durant l'Euro l'année dernière. Je vais faire des épopées voilà, sur la Coupe du Monde, sur l'histoire de la Coupe du Monde, des grandes et des petites équipes, comme j'ai déjà fait un petit peu jusqu'ici. Et on va essayer de parler des histoires que les abonnés me réclament depuis tellement de mois. Ils sont tellement patients, mes abonnés. Je suis tellement content d'eux. Donc cette fois, on va enfin casser le suspense et voilà, révéler toutes ces histoires du football un peu vintage. Et on fera ça jusqu'à la fin de l'année. Et on va reprendre notre série sur l'équipe de France. Après Naïsna. Et on va aussi faire l'équipe de France dans les années 80, la génération Platini. Parce que les jeunes connaissent un petit peu moins. Et bah on a hâte de regarder ça. Je vois que sur le chat, on a préparé la vidéo Arsenal champion 2023. La remontada. Voilà, t'as déjà ton titre. On a une demande. Max, tu peux faire la vidéo sur le PSG version QSI aussi. Et on a un Ouais, dernier commentaire, épopée France 98. Voilà. ouais, ouais. Eh ben, tout ça va arriver. Alors, 2022, je pense pas. J'aurai peut-être pas le temps. Mais 2023, ouais, c'est clair, je vais faire le PSG version QSI. J'ai prévu plusieurs vidéos hein, sur ça. J'ai envie de faire une vidéo uniquement sur Carlo Ancelotti et une vidéo uniquement sur la période Laurent Blanc. Je n'ai pas encore décidé exactement si j'allais faire ça, mais ouais, je vais en faire plusieurs, ça c'est clair. Et ben en tout cas, on a hâte de voir ça et on te remercie vraiment énormément d'avoir accepté notre invitation. Ça nous a fait extrêmement plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, puis j'étais super content de venir. Donc à refaire, les gars. Et ben on n'hésitera pas à te réinviter peut-être lorsque on sera champion en 2000 en 2023. Non, on va toucher du bois pour l'être, mais en tout cas, on va se calmer là-dessus, on va nuancer bien sûr tout ça. Merci beaucoup Clément également d'avoir été là avec nous. Toujours un plaisir. C'est un plaisir également et puis on vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas donc à nous follow sur Twitch, sur tous les réseaux sociaux, à activer les cloches, etc. Ça nous fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes toujours aussi nombreux et de plus en plus nombreux à nous suivre sur tous les réseaux, que ce soit sur Twitch, sur YouTube et puis toutes nos plateformes, nos réseaux sociaux. Donc encore un grand merci à vous tous et je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve nous donc la semaine prochaine, lundi prochain pour une nouvelle émission. Salut tout le monde! Salut, bonsoir à tous. Bonsoir à tous.